Le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité a tenu sa première session aujourd'hui. La rencontre était axée sur 2 points, à savoir l'état de mise en place des comités consultatifs de sécurité et la stratégie nationale de la réforme et son plan d'action. Opération Maliko, le commandant du théâtre centre a rendu visite aux troupes du secteur 4. Le colonel-major Toumani Kone est allé s'assurer de leurs conditions de vie et de travail et apporter le message de félicitations des autorités pour le succès des opérations. Le mois de Ramadan et ses noctambules, on en parle ce soir. Ils sont nombreux, les jeunes de la capitale, à veiller la nuit, assis dans les grains ou en jouant au foot, aux cartes ou aux dames en cette période de jeûne. On les aperçoit entre 22h et 5h du matin. Une de nos équipes est allée à leur rencontre. La chronique Un jour, une formule s'intéresse ce soir à la zone de vérité du football. Sori Ibrahima Keita nous en dira davantage au cours de cette édition. Nous sommes jeudi 13 avril, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Le Premier ministre, Dr Choueiko Kalamaïga, a présenté ce matin la première session du Comité national pour la réforme du secteur de la sécurité. 2 points figurent au menu de cette session. Il s'agit de l'état de mise en place des comités consultatifs de sécurité et de la stratégie nationale de la réforme et son plan d'action. Le point avec Alousseni Touré. La présente session du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité vise à informer les membres sur les avancées faites dans le cadre de la mise en place des structures et de la stratégie du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Les comités consultatifs de sécurité qui constituent le dernier maillon de l'architecture institutionnelle de la réforme de la sécurité sont institués par décret du 29 janvier 2019. Ils offrent l'opportunité à tous les secteurs, au niveau régional et local, de conjuguer les efforts pour une coproduction de la sécurité à travers l'implication de toutes les couches de la société. Leur opération permettrait de réduire significativement l'insécurité à travers les propositions qui émaneront des populations auxquelles le gouvernement s'efforcera d'apporter des réponses à hauteur de souhait. Quant à la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité, adoptée par le gouvernement suivant décret d'avril 2022, comme je l'ai déjà dit, elle est la base juridique qui décline la vision, les objectifs et les actes prioritaires du gouvernement en la matière. Elle constitue donc la référence pour les acteurs publics et les partenaires qui accompagnent les efforts du gouvernement. Le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité tire sa légitimité de la situation actuelle de notre pays qui, depuis 2012, se trouve confronté à une situation sécuritaire peu enviable. On avait 2 communications à l'ordre du jour. La première communication a porté sur le point d'exécution ou le point de mise en œuvre de la mise en place des comités concertés de sécurité. Donc, comités concertés de sécurité aussi bien au niveau régional qu'au niveau des communes. Donc on a fait le point, on a présenté les perspectives, surtout avec la création de nouvelles régions et de nouvelles communes. Donc c'est dire que la tâche du commissariat est encore plus grande. La deuxième communication a porté sur la présentation du plan d'action 2022-2024. Aujourd'hui la mission c'était pour moi de présenter au président du Conseil national de la réforme du secteur de la sécurité et au membre du gouvernement et à tous les membres du Conseil national, n'est-ce pas, ce plan d'action triennal 2022-2024. À la fin de la session, le Premier ministre a donné des instructions au ministre en charge de la sécurité dans le sens de l'exécution des tâches assignées. Nous avons été élucidés sur les efforts multiples déployés par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité avec l'appui des partenaires pour les installer progressivement au niveau régional et en priorité et d'expérimenter les comités dans les communes de certaines régions administratives. Il est apparu que les difficultés demeurent notamment par rapport au fonctionnement des comités déjà installés. J'instruis alors au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de nous faire parvenir des propositions de prise en charge des crédits de fonctionnement pour les comités installés, ainsi qu'un projet de décret fixant les indemnités de déplacement et des membres des comités
lors des sessions. Ces propositions seront soumises dans les brefs délais au ministère de l'Économie et des Finances pour analyser les possibilités de leur prise en charge budgétaire sous l'autorité, bien sûr avec l'accord du président de la transition. La réforme du secteur de la sécurité est le processus politique et technique qui consiste à améliorer la sécurité de l'État et la sécurité humaine à travers la prestation, la gestion et le contrôle efficace et responsable des services de sécurité. Le Premier ministre a reçu cet après-midi en audience le nouveau champion des connaissances traditionnelles africaines en la personne du professeur Babou Niang. Ce dernier est venu lui présenter son trophée obtenu au Maroc. Il s'est exprimé au micro de Alousseni Touré à sa sortie d'audience. On est venu présenter le trophée que j'ai eu au Maroc tout récemment, le 17 mars passé. Ils ont eu à me donner le super grand prix panafricain de leader émeraude 2023. Ensuite, j'ai eu la chance d'être nommé roi des rois par les siens. Vous savez, ça fait 37 ans que je suis dans ce métier pour démystifier la magie et lutter contre tous ceux qui pratiquent la magie dans le mauvais sens. Et mettre en valeur aussi les produits africains, c'est-à-dire les plantes médicinales. C'est ma 18e décoration à travers le monde d'Afrique. C'est des experts qui sont là, qui font des recherches sur tous ceux qui font des recherches sur les plantes médicinales, sur la connaissance africaine et je veux dire sur le panafricanisme. Le défi de l'indépendance bioénergétique peut être relevé au Mali. Telle est la conviction du président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katile. Il s'est rendu aujourd'hui à l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB. À l'issue de sa visite, il a promis d'aider la structure à atteindre ses objectifs. Reportage Mamari Kone. Au lendemain de sa désignation comme ambassadeur des bioénergies au Mali, le président du Conseil économique, social et culturel fait une immersion au sein de l'Agence nationale de développement des biocarburants. Yacouba Katile est venu s'enquérir des conditions de travail et échanger avec les responsables de l'ANADEB. Premier acte de cette journée, une brève présentation de l'agence, ses projets et perspectives. En tout cas, l'agence, au dire de son directeur général, ne s'est pas trompée en désignant Yacouba Katile comme ambassadeur des bioénergies au Mali. Le bilan, à moins de 2 mois, en tant qu'ambassadeur, est assez édifiant et nous conforte et nous prouve que nous avons fait le bon choix. L'élaboration de la feuille de route, la rencontre avec les responsables de l'unité des coopératives de producteurs de Diatrofa de la région de Dioïla sont autant d'éléments qui nous prouvent et qui nous rassurent. Deuxième temps de l'immersion, la visite des installations de bioénergie. Il s'agit notamment des groupes électrogènes à l'île de Diatrofa, la mini-station pilote de distribution, le laboratoire des bioénergies et le biodigesteur pilote dont le schéma de fonctionnement a été expliqué à l'ordre du jour. Je prends l'engagement en fonction de vos orientations et options. Ajouter à cela la politique nationale en la matière, de porter les doléances de l'agence auprès des partenaires techniques, auprès des bailleurs. Et c'est avec espoir d'une bonne synergie d'action et un bon concours de circonstances favorables. Par la grâce de Dieu, nous relèverons les défis de l'indépendance bioénergétique. Cette visite a été mise à profit pour présenter les 2 dernières distinctions reçues par Ousmane Souri Samasekou, promoteur des foyers améliorés CEWA. Il s'agit des National Awards 2019 et 2022 de Globe Energy. Chaque année, Energy Globe Award réunit au moins 2500 projets à travers 180 pays dans le monde. Et si parmi ces 2500 projets, votre projet sort et ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire est quelque part une sorte de reconnaissance. Le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a pour sa part salué l'importance des biocarburants dans la satisfaction des besoins des consommateurs. Le centre de santé de référence de Kalabankoro vient d'être doté d'équipements médicaux. Le geste est du président du Conseil national de transition. Ce don d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA permettra d'améliorer davantage la santé de la population et particulièrement lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Compte rendu Baraki Sawatara et Tayeb Adiaouyakoui.
La majorité des équipements est destinée à la gynécologie obstétrique et à la pédiatrie du centre de santé de référence de Kalabankoro. Il est constitué de tables d'accouchement, de couveuses, de concentrateurs d'oxygène, j'en passe. Quel soulagement à l'endroit des femmes enceintes, des parturientes et des nouveau-nés en détresse dans les districts. Cette donation vient à point nommé pour renforcer les offres de services de la maternité et de la pédiatrie du CCRF de Kalabankoro, qui fait face à une population de plus en plus sous-estimée. D'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, ces équipements permettront surtout de relever le plateau technique de la structure et de rapprocher les services de santé à la communauté. Ces équipements permettront sans doute d'améliorer les conditions de travail du personnel du centre de santé de référence de Kalabankoro et de réduire surtout les taux d'évacuation vers les centres de santé de niveau supérieur. Kalabankoro a été choisi à cause de la grandeur de son district sanitaire qui couvre 27 centres de santé communautaires plus le CCRF avec une population de plus de 360 000 habitants. Ce communiqué, l'autorité de protection des données à caractère personnel, garante de la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, est vivement préoccupée par l'utilisation abusive des réseaux sociaux en général et de TikTok en particulier par les femmes et les mineurs, dont certains se livrent à la publication de contenus contraires aux bonnes mœurs et souvent attentatoires à la dignité et à la vie privée de tierces personnes. La PDP tient à signaler aux internautes que toutes les informations publiées sur les réseaux sociaux sont automatiquement stockées à leur niveau et que les dérives ainsi constatées, en plus d'être préjudiciables à l'image de notre pays, pourraient se retourner contre leurs auteurs. À cet égard, elle en appelle à une utilisation consciente et responsable des réseaux sociaux et invite les parents à sensibiliser leurs enfants sur les dangers du numérique afin de ne rien publier qu'ils pourraient regretter une fois adultes. Hier, le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali a été présenté à New York. Le document sous examen met l'accent sur 4 paramètres essentiels à l'exécution du mandat de la MINUSMA. Le Mali a bénéficié du soutien indéfectible de ses amis comme la Russie et la Chine. La correspondance de Assata Ibrahim Maïga. Ce rapport trimestriel du secrétaire général sur la situation au Mali note une baisse des attaques contre les soldats de la mission par rapport à la période antérieure. Le dit rapport salue et encourage les progrès dans le processus de transition ainsi que le lancement récent de la stratégie de stabilisation des régions du centre du pays. Le secrétaire général de l'ONU salue par la même occasion plusieurs dispositions du projet de constitution ainsi que les efforts de nos autorités pour sa vulgarisation à l'ensemble des Maliens. D'autres faits marquants du rétablissement de l'ordre constitutionnel évoqué dans le rapport est l'installation dans leurs fonctions des membres de l'EGE avec 26,6% de représentativité féminine. Dans son rapport trimestriel, le chef de l'ONU salue les efforts de l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Au Conseil de sécurité, la majorité des membres estime nécessaire de continuer cette solidarité internationale aux côtés du peuple malien. Nous devons soutenir les efforts du Mali en matière de lutte antiterroriste et pour le maintien de la stabilité. Il s'agit là de la priorité première. Le gouvernement du Mali a lancé des opérations antiterroristes de manière énergique pour stabiliser les régions du centre et déploie des efforts robustes pour améliorer les situations régionales et pour garantir la sûreté et la sécurité de sa population. De tels efforts méritent toute notre reconnaissance. La Russie apporte à l'armée malienne une aide dans divers domaines, notamment pour renforcer ses capacités de combat, former le personnel militaire et les forces de l'ordre. Notre coopération bilatérale se fait à la demande de Bamako et dans le respect strict des normes applicables du droit international. Grâce notamment au soutien russe, les forces armées du Mali ont pu renforcer de manière significative leurs capacités en matière de lutte antiterroriste et d'aboutir à des résultats bien réels sur le terrain. Nous avons entendu, encore une fois, les réactions négatives de nos collègues occidentaux face au renforcement de la coopération russo-malienne. Nous regrettons que les questions de la concurrence géopolitique les tracassent autant.
Leurs reproches n'ont au fond aucun lien avec la prospérité et la réussite du Mali. Cela montre au contraire que l'opinion des Maliens même ne les préoccupe guère, et comme il ne les a d'ailleurs jamais préoccupés. Tout le monde sait que la déstabilisation du Sahel et du Mali en particulier est le résultat d'interventions irresponsables de forces occidentales en Libye. La présence qui a duré pendant des années des pays occidentaux dans cette partie de l'Afrique n'a pas non plus donné de résultats. À cet égard, nous appelons nos collègues du Conseil à reconnaître leurs erreurs et à renoncer à leur velléité néocoloniale. Cette région ne vous appartient pas. Laissez les Maliens et les citoyens d'autres pays de la région prendre eux-mêmes le volant et résoudre eux-mêmes leurs problèmes avec les partenaires qu'ils choisiront eux-mêmes. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'il dise à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Oui, estime le Mali et certains de ses alliés, mais dans le strict respect de la souveraineté nationale et loin d'une instrumentalisation des questions de droits de l'homme, car comme l'a dit dans les coulisses, l'ambassadeur représentant permanent du Mali à un de ses homologues, je cite, « Nous Maliens sommes les premiers défenseurs des droits de nos concitoyens ». Nous restons aux États-Unis d'Amérique où les assemblées nationales annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale sont en cours depuis le 10 avril et ce jusqu'au 16 à Washington. Le ministre de l'Économie et des Finances, Aluceni Sanou, qui prend part à ce grand rendez-vous, a déjà fait de nombreuses rencontres sur place. Suivez le commentaire de Boubacar Bablé-Touré. Les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale sont des cadres de discussion de haut niveau avec les personnalités et les administrateurs de certains pays membres de ces institutions de Bretton Woods. Une occasion pour le ministre Sanou de rencontrer les administrateurs de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine au sein de ces conseils pour les remercier au nom du peuple malien pour tout leur soutien envers notre pays. Le ministre s'est ensuite successivement entretenu avec les responsables du Fonds monétaire international, FMI, pour une revue globale du cadre de coopération entre le Mali et le FMI. Occasion pour les responsables du FMI de saluer les résultats du Mali en dépit des contraintes du pays liées aux conséquences de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA, ajoutées à la conjoncture mondiale et la situation sécuritaire. Malgré ces difficultés, l'économie malienne demeure résiliente avec un taux de croissance de 3% en 2021 et de 3,7% en 2022. En ce qui concerne les perspectives, elles restent positives et la croissance réelle du PIB est projetée à 5,1% pour 2023 et à 5% au titre de 2024 selon le ministre Sanou. En plus de ce tableau, les orientations des autorités du pays en matière de politique économique, financière et budgétaire ont aussi été portées à la connaissance des responsables du FMI par le ministre Sanou. Il a ensuite exprimé sa détermination à poursuivre cette dynamique de réforme qui, selon lui, permettra non seulement de consolider les acquis, mais aussi de poser les jalons d'une souveraineté économique et financière de notre pays. En marge de ce rendez-vous annuel de 2023, le ministre en charge de l'économie du Mali,
du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry se sont rencontrés. Au menu des échanges, l'identification des programmes structurants et des stratégies de recherche de financement dans des domaines comme l'énergie, l'agriculture, le transport, les mines, entre autres. Ici, à Bamako, ouverture d'un atelier d'information et de sensibilisation sur l'Observatoire de la qualité des services financiers au Mali. Le compte-rendu de Bemba Sibi. 45 participants des services financiers décentralisés, 2 jours d'atelier et un objectif, informer et sensibiliser les participants sur l'Observatoire de la qualité des services financiers au Mali. L'Observatoire qui est un dispositif qui favorise l'inclusion financière. Cet appui du projet PAFEM rentre dans le cadre de la promotion de l'inclusion financière à travers l'éducation financière et la protection des consommateurs. D'ailleurs, un des indicateurs du projet tourne autour de la création de l'observatoire au niveau du pays. La création de l'observatoire participe aussi à l'atteinte d'un des objectifs de la stratégie nationale d'inclusion financière, à savoir 75% des adultes ont accès à un service financier. L'observatoire est aussi un instrument qui crée la confiance entre les services financiers et leurs clients. La création de l'observatoire de la qualité des services financiers au QSF Mali s'inscrit dans le cadre du renforcement de la protection des consommateurs, notamment par des dispositions garantissant plus de transparence dans la présentation et la diffusion des informations sur les produits et services financiers offerts par certaines institutions financières. Pendant 2 jours, les participants vont avoir droit à une présentation sur l'Observatoire de la qualité des services financiers, sa mise en place dans l'espace UEMOA, cas du Sénégal, et une présentation des projets de textes de création, d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire. À l'intérieur du pays, le commandant du théâtre centre de l'opération Maliko, le colonel-major Toumani Kone, a rendu visite aux forces armées engagées sur le théâtre des opérations au secteur 4 de l'opération Maliko. Le compte rendu de Omar Maïga, Suleiman Tebsougué, avec le concours de la DIRPA. Le commandant du théâtre centre de l'opération Maliko, le colonel-major Toumani Kone, accompagné du commandant du secteur 4 de l'opération Maliko, le colonel Karim Traoré, et plusieurs officiers du PCAT Centre ont visité les emprises de Dialassagou, Ogosagou et Bankas. Nous rendons ces visites dans le cadre du commandement de proximité, voir les conditions de vie et de travail des troupes engagées sur le terrain, y voir avec les populations, les autorités administratives, quelle est leur compréhension de l'évaluation de la situation sécuritaire. Durant 4 jours, nous avons rendu successivement les visites à Dialassagou, Ogosagou, Bankas, Koro et à Bajangara. Nous avons noté des conditions de vie assez appréciables pour la conduite des opérations. Aussi, nous avons rencontré des FAMA très enthousiastes, ayant de bonnes capacités pour poursuivre le reste de la mission. Aussi, nous avons profité de cette visite pour transmettre et expliquer certaines directives du chef d'état-major général des armées à la conduite dynamique des opérations, au respect des droits de l'homme, à la conduite des élections prochaines. Dans les emprises de Koro et de Banyangara, le commandant théâtre centre de l'opération Maliko a exhorté les chefs PC tactiques et le commandant des JTAD Keletigi à mutualiser les efforts pour l'atteinte des objectifs assignés. Le PC tactique de Koro effectue entre autres plusieurs missions, à savoir des patrouilles de proximité que nous menons, des patrouilles nocturnes à l'intérieur de la ville de Koro et surtout des patrouilles de grande envergure. Cette visite vient juste à point nommé et reconforte davantage notre confiance dans l'accomplissement de nos missions régaliennes qui sont la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et de leurs biens en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Si les chefs militaires décident de venir s'imprégner des réalités du terrain, ça ne peut que nous réconforter et nous rehausser le moral. La collaboration avec la population se passe très bien. Il y a eu des ACM organisés par le GTIA et chaque fois, dans la mesure du possible, nous sommes à leur disposition et nous sommes là pour eux. Dans toutes les emprises visitées, le commandant du théâtre centre de l'opération Maliko et sa délégation
ont procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire et rehaussé le moral de la troupe. La visite de courtoisie aux autorités administratives et coutumières a mis fin à la mission du commandant Tchad du centre de l'opération Malikou. Le gouverneur de la région de Kidal, à la tête d'une forte délégation, va à la rencontre des forces vives de la 8e région. Objectif, instaurer un climat apaisé à Kidal. Reportage Moussa Ag El-Jimit et El-Jimit Ag Sagid. Pour fédérer les forces vives de Kidal autour du chantier de la paix et de la réconciliation entre les fils et les filles de notre pays, le chef de l'exécutif régional, après la visite au 72e régiment d'infanterie motorisée de Kidal, a échangé avec la société civile et le mouvement signataire de l'accord pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des bureaux de la CEVIA pour assurer ensemble avec le président de la société civile la quiétude de la population pour laquelle nous sommes administrateurs. Alors, il s'agira de les rassurer que le moral est au beau fixe, que tout se passe bien d'une manière générale, qu'ensemble, pour un peuple, un but, une foi, nous sommes là et ensemble, nous conjuguerons nos efforts pour pousser les lignes du développement pour le meilleur à venir. Nous appelons toutes les populations au calme et à l'engagement pour faire de la paix, non pas un rêve, mais une réalité. Il faut rappeler que les acteurs se sont engagés à faire de notre pays un havre de paix. La nouvelle chef de la MINUSMA à la tête d'une forte délégation était ce mercredi dans les locaux de l'ERTM Gao. Elle a échangé avec le chef de la station avant de visiter les installations. Les reportages de Rakia Toutouré et Youssouf Samaki. Le bureau régional de la MINUSMA Gao a une nouvelle chef depuis quelques mois. Hawa Ahmed Youssouf s'est rendue dans certains services publics comme la station régionale de l'ORTM Gao. Elle a été accueillie par le chef de la station Agali Agagissa, avec qui elle a partagé les missions de la station et les défis du moment. C'est un premier contact. Ça m'a permis de discuter avec aussi les responsables. Je vois quand même les défis auxquels ils sont confrontés. C'est pas facile, mais l'essentiel c'est d'avoir le courage. La chef de la MINUSMA a pu également visiter les installations de la radio en compagnie du chef de la station. Un exercice qui lui a permis de recenser les difficultés de l'air. Je vois que les responsables sont motivés pour travailler aussi dans ces conditions difficiles et Inch'Allah, nous aiderons, nous pourrons être à leur côté pour faire améliorer un peu les choses, selon les moyens. La volonté est là pour rester auprès de vous et collaborer avec vous. Hawa Ahmed Youssouf, de nationalité djiboutienne, est en terrain connu. La nouvelle chef a servi dans le système des Nations Unies aux Comores avant de regagner le Mali. Dans son pays, elle a travaillé plus d'une vingtaine d'années et a occupé de hautes fonctions, notamment comme ministre de la promotion de la femme, des affaires sociales et chef de file des femmes parlementaires. Je le disais dans le sommaire, ils sont nombreux les jeunes de la capitale à veiller la nuit pendant le mois de Ramadan, assis dans les grains de 22h jusqu'à 5h du matin. Et ce mois sacré a fait de ces citoyens de véritables noctambules. À côté de Cécile, il y en a aussi qui jouent au football, aux cartes ou encore aux dames. Bokari Koulibaly et Mbarakou Maïga sont allés à leur rencontre à travers quelques quartiers de Bamako suivants. Il est 23h à Ngolomina, en commune 2 du district de Bamako. C'est l'heure où s'installent les grains chez Abdoulaye Cham. Petit à petit, les demi-cercles se forment. Pendant les nuits de Ramadan, ces jeunes veillent jusqu'au petit matin. Une façon pour eux de passer du bon temps entre amis, mais pas seulement. Tous les jours, nous nous retrouvons ici entre 21h et 22h. Après avoir pris du thé, nous rentrons à la maison vers minuit pour laisser la place à nos jeunes frères. Ils restent à la porte jusqu'à l'heure de la prière du Fajr. Généralement, nous sommes là de 22h jusqu'à 4h du matin. J'aime veiller parce qu'il m'est très difficile de me réveiller pour manger. Même scénario, quelques kilomètres plus loin au Badjalan, en commune 3 du district. À la lumière des lampadaires, Moussa Bala Diallo et ses compagnons prennent du thé. Pour le chef des grains, les veillées pendant ce mois de pénitence visent un seul objectif. Les gens ont tendance à tricher le mois de carême. Nous, on pense que
Si on va se coucher tard pendant la journée, on ne va pas sentir les souffrances du jeûne. Raison pour laquelle, pendant les mois de carême, toutes les graines pratiquement veillent. Outre les espaces de causerie, le football est l'une des activités nocturnes les plus prisées pendant les ramadans. À cela s'ajoutent les jeux de dames, de baby-foot et de casinos. Pendant les mois de carême, il n'y a pas tellement d'activités. Donc on a dit, pourquoi pas mettre en place une compétition, d'où Tété Maracana. Au-delà même du jeu de foot, au fait, c'est un endroit où on peut partager des expériences. Pendant les mois de ramadan, il n'y a pas d'entraînement. C'est la raison pour laquelle nous sortons la nuit pour jouer afin de garder la forme. Une fois la nuit tombée, nous jouons ici au casino, au baby-foot, à la PlayStation et aux jeux de dames afin de rester éveillés. Les nuits de ces mois bénis ne sont pas animées que par les jeunes. Dans les quartiers, les personnes du 3e âge se fondent également dans le moule. Les grains de Boubacar Fomba au Badjalan 2 en témoignent. Une fois le jeûne rompu, nous jouons aux cartes avant l'heure du sourd. Ce sont des moments de distraction et de retrouvailles pour nous. À la question de savoir comment concilient-ils les nuits sans sommeil et les activités professionnelles, c'est devenu leur seconde nature, ont-ils confié, ce qui les permet de maintenir leur niveau de rendement. Sport et santé. Main dans la main, l'ONG Fondation 221 et le Centre de médecine du sport, Lassana Traoré, dit Ambiance, décident de cheminer ensemble. Ainsi, la Fondation 221 a offert un important lot de matériel au centre, ce dont contribuera à la promotion et au renforcement de la prise en charge de la santé des sportifs. Reportage Abdelkarim Kabar. Aider le centre de médecine du sport, Lassana Traoré dit Ambiance, afin d'améliorer les plateaux techniques de ce centre. Tel est l'objectif de ce don de l'ONG Fondation 221. La Fondation 221 espère avec cette donation qu'elle pourra alléger les charges qui pèsent sur les structures de santé de la région, car l'objectif de la Fondation 221 est apporter son aide aux structures de santé sur l'ensemble du territoire, afin de rehausser les plateaux sanitaires pour que la population puisse bénéficier des soins avec des matériels de qualité. Ce don d'une valeur de 150 millions de francs CFA va renforcer considérablement la capacité opérationnelle du centre de médecine du sport, Lassana Traoré dit Ambiance, d'où la satisfaction des responsables du centre. Le présent appui de matériels médicaux que nous fait la Fondation 221 corrobore non seulement la vision, mais aussi et surtout la forte volonté des autorités de la transition de doter le centre de médecine du sport en équipements médicaux de dernière génération. Tout en saluant le geste de la Fondation 221, le secrétaire général du ministère en charge de la jeunesse et des sports a saisi l'occasion pour exhorter les bénéficiaires à faire bon usage de ces équipements. La performance sportive est fortement liée au suivi de la santé des sportifs. Plus le suivi des sportifs est régulier avec du matériel de pointe et des soins de qualité, plus les performances sportives peuvent être réalisées et on peut espérer à des résultats positifs. La remise symbolique des matériels et une visite du centre de médecine du sport, Lassana Traoré dit Ambiance, ont été les temps forts de cette cérémonie de remise. Assainissement. Le mouvement Ambiko s'engage avec la jeunesse de la commune 4 de Bamako pour ramasser les ordures du dépôt de transit de l'Afiabougou, appelé Mont Kilimandjaro. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions citoyennes de Ambiko, appelée Opération Ensemble pour un Mali propre. Agibou Koulibaly. La question de gestion des ordures se pose avec acuité dans le district de Bamako, notamment le dépôt de transit de l'Afiabougou qui est devenu un casse-tête pour les riverains. Aujourd'hui, il faut la synergie d'action des autorités, des organisations de la société civile et d'autres partenaires pour y trouver une solution durable. C'est ainsi que le mouvement Ambiko et la jeunesse de la commune 4 conjuguent leurs efforts pour ramasser les ordures de ce dépôt de transit de l'Afiabougou. Le mouvement Ambiko est venu aujourd'hui pour essuyer les larmes de toute la commune en ramassant les ordures, ce qu'on appelle le mont Kilimandjaro.
Ambiko veut nous en débarrasser de ça. On le remercie infiniment. Cet tas d'ordures-là, ce n'est pas l'ordure de la commune 4 seulement. Ça représente les dépôts de transit de tout du district de Bamako. Et aujourd'hui, Ambiko vient de contribuer à la salubrité du district de Bamako en évacuant ces dépôts d'ordures qui sont en train de rendre nos enfants malades. Pour les responsables du mouvement Ambiko, cet accompagnement de la jeunesse de la commune 4 permettra de dégager ensemble cette montagne d'ordures qui pollue le quartier de Lafiabougou. Ces dépôts d'ordures, c'est devenu un fardeau pour tout le Mali. Donc le mouvement Ambiko est là ce soir pour faire évacuer ces dépôts de transit. Nous comptons sur la jeunesse de la commune 4 à veiller à la sécurité pour que d'autres ordures ne puissent s'ajouter à ce qui est déjà sur le lieu du dépôt. Au dire des responsables du mouvement Ambiko, ces ordures seront déposées à environ 10 km de Sibi pour être transformées pour le bonheur des populations maliennes. Le mouvement Ambiko aussi actif à l'intérieur du pays, installation des feux tricolores dans la commune urbaine de Kaye, offert par la présidente du mouvement Ambiko, Fatoumata Batoulignan, à la mairie de Kaye. Ces feux tricolores permettront d'équiper 9 carrefours de la ville de Kaye. Le compte rendu de Benoko Fofana. Avec ces feux-là, je pense que ça va un peu diminuer les accidents de la circulation. C'est un ouf de soulagement pour les usagers des routes de la commune urbaine de la cité des Rails de voir les installations de feux tricolores par la mairie de Kaye. Ces feux tricolores contribueront sans nul doute à la sécurité routière de la ville. Vraiment, je suis très content de cela parce que la circulation cayenne est très très difficile. Avec le feu, les gens circulent facilement, avec beaucoup de précautions. Ça, c'est une bonne chose d'avoir les feux tricolores partout. Surtout, il y a un rond-point à côté là-bas, on a beaucoup de problèmes là-bas. Offerte gracieusement à la mairie de Kaye par la présidente du mouvement Ambiko, Fatoumata Batoulignan, native de la cité des Rails, ces feux tricolores seront installés dans 9 carrefours stratégiques de la ville. Ça fait des années que la commune urbaine n'avait pas de feux. Et malheureusement, les feux que nous avions ont été cassés lors des douloureux événements. Et aujourd'hui, vraiment, grâce à Dieu, grâce à la présidente du mouvement Ambiko, nous sommes très heureux vraiment de voir ces installations-là aujourd'hui. Ces feux sont au nombre de 37. Ces feux-là vont être installés dans 9 carrefours de la ville. C'est en partenariat avec la NASER. Notons que ces feux tricolores seront mis en service dans une vingtaine de jours pour le bonheur des usagers, selon M. le maire. Un Malien, une identité, un numéro d'identification, une carte. C'est l'objectif visé par notre pays en instituant une nouvelle carte d'identité biométrique sécurisée. Le lancement de la remise de ces cartes à leur titulaire a eu lieu le mardi. Selon le colonel Mamadou Sougouna, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la nouvelle carte, qui servira également de carte d'électeur, offre plusieurs niveaux de sécurité, ce qui en fait un document infalsifiable. Le colonel Sougouna, l'invité de la semaine sur notre antenne, je vous propose de suivre un extrait de cet entretien avec Yaya Konati. La nouvelle carte d'identité nationale biométrique, elle est infalsifiable. Et il y a tellement de points de sécurité, il y en a qui sont visibles, il y en a qui ne sont pas visibles, il y en a qu'on peut toucher du doigt, il y en a qu'il faut, pour les voir, il faut des rayons UV, et j'en passe. C'est une carte qui se frotte aujourd'hui aux cartes d'identité en cours dans les pays les plus développés. Les documents d'identité maliens entre les mains de personnes à moralité douteuse d'autres nationalités, ça c'est fini? Ça c'est fini. Ça c'est fini parce que depuis un certain temps, on a une base nationale qui est issue d'un recensement à vocation d'état civil, je vais dire à la base d'Aravec. Aujourd'hui, cette base comporte les données des Maliens, tant les données alphanumériques qu'aussi bien les données biométriques. Et donc, c'est à partir de cette base que nous partons pour faire la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on nous disait justement avec la NINA? Oui, au fait, avec la carte NINA, c'est le même numéro d'identification nationale qui ressort, sauf que l'outil en soi comporte d'autres, j'allais dire, sécurités qui n'existaient pas avec la carte NINA. Voilà l'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali avec Yaya Konaté.
Aujourd'hui, la chronique du jeudi, un jour, une formule s'intéresse à la zone de vérité du football, un périmètre où l'arbitre, joueur et spectateur gardent l'attention au maximum aussi longtemps que le ballon résiste. La chronique un jour, une formule avec Sori Ibrahima Keita. S'il existe une heure de montée d'adrénaline pour tous, à l'heure du jeu, c'est ici. Une surface aux noms multiples, mais aussi évocateurs les uns que les autres, une portion de terre délimitée de part et d'autre des deux camps de foot. Zone de vérité, surface de réparation ou 18 mètres. Une transposition de 16,50 mètres en fait. 16,50 mètres et 18 mètres, c'est la même chose. Vous savez, les lois du jeu sont éditées en anglais. Alors la mesure anglaise de la surface de réparation, c'est 18 yards. Alors il se trouve que 18 yards font 16,50 mètres. Donc les gens communément l'appellent 18 mètres, mais ce n'est pas 18 mètres, ça fait bel et bien 16,50 mètres. C'est une zone dans laquelle les décisions les plus importantes sont prises dans le football. C'est la zone qui est proche des buts. Or, la vérité d'un match de football, c'est le but. On joue pour marquer des buts. Donc c'est une zone qui est proche de cette zone de vérité. Le but étant la finalité dans un match de football. C'est pourquoi cette zone-là est appelée zone de vérité. Selon l'appellation technique, c'est la surface de réparation. Les joueurs d'attaque y ont un statut particulier d'enfant gâté qu'on peut violenter impunément. Une faute parmi d'autres qui entraîne une réparation payée comptant. La réalité du football, c'est dans la surface de réparation. C'est une surface qui est proche des buts. C'est une surface dans laquelle très généralement les équipes marquent des buts. C'est une surface dans laquelle lorsqu'un joueur, un défenseur, commet une faute sur un attaquant, la réparation, c'est un penalty. C'est une surface dans laquelle, lorsque, à l'issue d'un match à élimination directe, les équipes ne parviennent pas à se départager et le recours est fait pour chercher le vainqueur des matchs. Voilà pourquoi il y a cette multitude d'appellations de la même surface. Tantôt surface de réparation, tantôt zone de vérité, tantôt 16,50 mètres, tantôt 18 mètres. La zone qu'on appelle pompeusement de vérité voyait de plus en plus sa connotation travestie par des malices des joueurs des deux camps pour bénéficier des faveurs arbitrales. Effectivement, c'est pourquoi en tant qu'instructeur, nous enseignons beaucoup de choses aux arbitres, les placements et les déplacements aux abords de cette surface pour que les joueurs ne les trompent pas, pour que les joueurs ne trichent pas. Heureusement que la VAR se signale pour que la zone de vérité ne soit pas celle de tous les mensonges. Point Covid. Ce 13 avril 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 46 tests réalisés, 5 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 9 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Littérature. Au fil de mes convictions sur le Mali d'aujourd'hui et de demain, c'est l'intitulé de cette nouvelle publication de Ousmane Sy, ancien ministre. Dans cette œuvre, l'auteur jette un regard sur la situation politique actuelle au Mali. Aussi, dans l'ouvrage, Ousmane Sy invite ses lecteurs à une introspection sur l'avenir et le devenir des pays du Sahel afin de bâtir un modèle d'État et de démocratie pour l'Afrique. Un ouvrage désormais disponible dans vos kiosques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain 13h avec Awa Ditma Kamara, à 20h Ibrahima Traoré et la dernière édition sera présentée par Bemba Sibi. Merci et bonne suite de programme.